Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition du week-end. Voici les titres de ce samedi 15 avril. Défaite hier soir de la Roca Team en Euroleague dans un match sans enjeu face à l'Anadolu Efes. Le résumé de cette rencontre est à suivre dans quelques instants. Puis nous analyserons la saison de l'équipe monégasque avec David Cosette. Nous parlerons football également à la veille de la réception de Lorient au Stade Louis II. Comment l'AS Monaco aborde-t-elle cette rencontre? Axel Dissassi répondra à cette question. Puis nous partirons à la rencontre des auteurs présents au Salon du Livre de Monaco qui se tient jusqu'à demain au Grimaldi Forum. La biographe de Pierre Cardin, Sylvana Lorenz, sera notre invitée ce soir. La Roca Team se déplaçait hier sur le parquet des doubles champions en titre, l'Anadolu Efes. Il s'agissait du dernier match de la saison régulière d'Euroleague. Assuré de terminer 4e, le coach Sacha Obradovic a pu se permettre de bien faire tourner l'effectif en vue des prochaines échéances. Le résumé de la rencontre est signé Yannick Debever et Thomas Deus. Dans une nouvelle semaine à 3 rencontres et à quelques jours d'une finale de Coupe de France, ce match sans enjeu mathématique a dû faire du bien à la Roca Team. Dès les premières actions, on comprend rapidement que les Monégasques ne joueront pas à 100% pour le plus grand bonheur des fans de l'Anadolu Efes Istanbul. Les locaux débutent par un 10-0 et vont globalement dominer l'ensemble de cette rencontre. Sacha Obradovic commence ses rotations d'effectifs très tôt, permettant notamment à Mathieu Strazel et Yohan Makoundou de se montrer. Les deux jeunes Roca Boys cumulent 30 points avec une mention spéciale pour Makoundou, auteur de la meilleure évaluation monégasque grâce à ses 16 points et 8 rebonds. Mais Monaco se fait marcher dessus par un homme en première mi-temps, Tibor Place. L'Allemand de 2,20 m fait la leçon aux intérieurs monégasques et se balade pour marquer 13 points, rien que dans le second quart-temps. Au coude à coude à la mi-temps, Monaco va ensuite encore un peu plus baisser son intensité dans les duels défensifs. Restent seulement des actions offensives spectaculaires avec les avions Hall et Makoundou. Bravo ça mon grand. La petite feinte de main à main, ils étaient déjà prêts à défendre. Efes Istanbul se détache complètement dans le dernier quart-temps et enchaîne les paniers sans grande difficulté. Sacha Obradovic laisse faire et Monaco termine sa phase de saison régulière par une défaite anecdotique 87-72. Certains de terminer 4e, les Monégasques pensaient sans doute déjà aux playoffs qu'ils joueront face au Maccabi Tel Aviv. My main goal was not to get any injuries. This is it's hard to in these circumstances. Like to motivate the team to play on their maximum. We can have a chances. So more than ever, everything we have to use our home court advantage because there is most likely one of the hardest court to play. So okay, we do know like how to play them. Now it's all about being ready for this. Et voici donc le classement final d'Euroleague avec l'Olympiakos premier de cette saison régulière. Sur son dernier match, Kaunas a réussi à se qualifier à la 7e position grâce à sa victoire sur le Bayern Munich. De retour en principauté, les Roca Boys se préparent maintenant à sécuriser définitivement la première place de Betclic Elite ce dimanche. Il faudra pour cela l'emporter face à Fos-sur-Mer à Gaston Metz. Et cette rencontre face à Fos-sur-Mer sera une fois de plus à suivre en direct à partir de 17h sur Monaco Info avec aux commentaires Frédéric Elion et Ali Traoré. Autre voix familière du basket, David Cosette nous fait vivre les rencontres d'Euroleague sur Squeak et sur notre antenne. Il est avec nous pour analyser cette saison de la Roca Team. Bonsoir David. Bonsoir. Le match d'hier face à l'Anadolu Efes était sans enjeu puisque la Roca Team avait déjà sécurisé sa 4e place de la saison régulière en Euroleague. On peut dire que l'équipe monégasque confirme pour sa 2e saison dans la compétition reine européenne. Ouais, c'est une belle confirmation quand on voit les grosses équipes qui sont restées sur le carreau, qui ne sont pas qualifiées pour les playoffs. C'était la saison de la vie de tous les observateurs la plus dense, la plus relevée de toute l'histoire de l'Euroleague. On voit Milan avec ses 30 millions de budget qui est passé à la trappe, Bayern Munich qui est ambitieux également, et jusqu'au double champion d'Europe en titre où il y a des superstars dans cette équipe qui ne fait même pas les playoffs.
Donc dans ce contexte-là, déjà de confirmer, c'est quelque chose d'incroyable. Et même de faire mieux que l'année dernière en ayant l'avantage du parquet, c'est assez sidérant quand même. Quels sont les atouts de cette Roca Team? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres équipes? La différence par rapport aux autres équipes, finalement, ça aurait été sa constance sur toute la saison. Il n'y aura pas eu trop de passages à vide, alors que quasiment toutes les équipes, il y a eu des moments, des séries un petit peu compliquées. Mis à part les 2 déplacements à Belgrade où ils sont passés à côté, les joueurs de Monaco, ils ont été dans le coup tout le temps. Et on peut dire que par rapport à l'année dernière, toutes les retouches qui ont été faites, ça a été des bonnes retouches, c'est-à-dire que c'était déjà une équipe qui dominait physiquement ses adversaires. C'est encore plus le cas cette saison. Et puis, il y a encore plus de talent offensif. L'année dernière, c'est vrai qu'on se reposait beaucoup sur Mike James. Et là, avec l'arrivée de Jordan Lloyd et de Eli Okobo, eh ben, l'équipe elle a pris vraiment une dimension supplémentaire, quoi. Le Maccabi Tel Aviv sera donc l'adversaire des Monégasques en quart de finale. À quoi devons-nous nous attendre, David? À une chaude ambiance dans la salle du Maccabi, parce que on dit toujours c'est le club nation, c'est-à-dire que tout le pays s'identifie à ce club. Historiquement, c'est une ambiance toujours enfiévrée, et donc il faut pas trébucher à la maison. Autant la saison dernière, on s'en souvient, au bout du 5e match, l'équipe de Monaco a été tombée court, et là, il faudra profiter de l'avantage du parquet, mais ça veut dire gagner les 2 premiers matchs à la maison, parce que à Tel Aviv, ce sera compliqué. Pas impossible, hein, pas impossible. C'est une équipe qui convient bien à Monaco, franchement. On était plusieurs à échanger sur ce sujet avec les consultants avec lesquels je travaille, que vous connaissez bien, et on se disait que le Partizan Belgrade, ça aurait été plus compliqué, parce que le Partizan Belgrade, si vous trébuchez chez vous, c'est encore pire que le Maccabi au niveau de l'ambiance et tout ça, et même l'équipe de Fenerbahçe, c'est une équipe plus complète que le Maccabi. Le Maccabi, il y a 2 très forts joueurs. Si vous arrivez, grâce aux qualités athlétiques de Monaco, à un peu les ralentir, le reste de l'équipe est peut-être, entre guillemets, un petit peu moins complet. Oui, on rappelle que les premiers matchs de ce quart de finale d'Euroleague face au Maccabi auront lieu les 25 et 27 avril à 20h15 à Gaston-Médecin. David, est-ce que l'on peut dire que la Roca Team réalise pour le moment une très belle saison, aussi bien en Euroleague qu'en championnat? Elle est aussi en finale de la Coupe de France, hein. C'est une saison au presque parfait. Il y a eu l'accro de la Leaders Cup, et on sait que ça tenait à cœur d'enfin remporter un trophée, et puis ça a tourné court avec l'élimination dès les quarts de finale contre Bourg-en-Bresse. Mais oui, clairement, parce que en championnat, là aussi en championnat, vous êtes attendu partout. Quand vous êtes dans l'essoreuse de l'Euroleague, vous avez parfois 2 matchs à jouer dans la semaine, et qu'ensuite vous enchaînez sur un déplacement le week-end, vous pouvez vous faire cueillir. Et dans ce contexte-là, Monaco a de la marge. Personne n'imagine que la première place de la saison régulière de Betclic Elite va échapper à Monaco. Donc là, ils sont vraiment dans les clous de ce qu'ils voulaient faire. Ils sont les favoris de la Coupe de France contre Villeurbanne, même si c'est vrai que la finale de Coupe de France, ça tombe pas bien au niveau du timing par rapport à l'Euroleague, mais faudra gérer. Et puis de finir dans le top 4. On nous aurait dit en début de saison, on va finir dans le top 4, on l'aurait même pas rêvé, parce qu'il faut pas oublier que déjà l'année dernière, de jouer les playoffs et d'aller au bout du 5e match en playoffs, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est pas évident de répéter ça chaque année. Et là, Monaco le refait. Franchement, c'est impressionnant. Merci beaucoup en tout cas David Cosette d'avoir été avec nous sur Monaco Info. C'est toujours un plaisir de vous avoir pour analyser cette saison exceptionnelle de la Roca Team. Merci. Merci Émilie. Prochaine rencontre donc de la Roca Team ce dimanche à 17h à la salle Gaston-Médecin, et au même moment, l'AS Monaco recevra Lorient pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Malgré leur match nul face à Nantes la semaine dernière, les Monégasques restent en course pour une place sur le podium, mais il faudra se méfier des Merlus, en quelque sorte la bête noire des Rouges et Blancs. On écoute Axel Disassi en conférence de presse d'avant-match. C'est toujours difficile à manœuvrer ce genre d'équipe assez valeureuse et très performante en transition. On l'a vu la semaine dernière où ils ont réussi à tenir en échec Marseille. Donc voilà, on s'attend à un gros match au niveau physique, au niveau de l'intensité, mais à nous de répondre présent pour pouvoir continuer à avancer dans ce championnat. Je suis confiant par rapport au sprint qui nous attend, et je pense que l'expérience passée
non seulement auprès des joueurs, mais auprès des dirigeants, savoir comment gérer les émotions lors de ces passages. Je pense que ça peut être un gros avantage pour nous, malgré que aussi on a des concurrents qui ont eux aussi leur arme. Monaco-Lorient, c'est donc ce dimanche à 17h05 au Stade Louis II. Dans le reste de l'actualité, vous avez pu suivre en direct jeudi la séance publique législative au Conseil national. 3 projets de loi ont été votés, dont celui portant sur la création d'une caisse monégasque de retraite complémentaire. Le gouvernement princier a salué hier dans un communiqué ce vote. Ces images à présent de l'inauguration de la salle Rémy Mortier au ministère d'État et plus précisément au département des Relations extérieures et de la coopération. Cette salle de réunion portera désormais le nom de ce monégasque qui fut notamment l'ambassadeur de Monaco auprès du Conseil de l'Europe de 2015 à 2022. Le prince Albert II était présent pour évoquer la mémoire de Rémy Mortier, autour notamment du ministre d'État Pierre Dartout et de la ministre des Relations extérieures et de la coopération Isabelle Béraud-Amadei, ainsi que de la famille de Rémy Mortier. C'est un rendez-vous annuel qui est très attendu par les auteurs de la région. Le 12e Salon du Livre de Monaco se tient tout au long du week-end au Grimaldi Forum, l'occasion d'échanges et de conférences autour de l'écriture. Le reportage de Patricia Navarro et Julien Tiss. Chaque année, il faut pousser un peu plus les murs pour accueillir tous les auteurs participant au Salon du Livre. Et c'est désormais au Grimaldi Forum que se tient cet événement porté depuis ses débuts par une grande amoureuse des lettres. L'amour de l'écriture et l'amour de faire de cet événement quelque chose de pérenne, quelque chose d'attirant, quelque chose de merveilleux. Mais l'écriture, la littérature, c'est ma passion. Cette année encore, le salon a fait la part belle aux auteurs régionaux et ils étaient nombreux, originaires de Monaco ou y résidant, ce qui démontre la richesse du vivier d'auteurs, que cela soit dans un style classique, dans un esprit d'ouverture sur le monde ou pour évoquer les souvenirs d'une vie. C'est surtout le fait des 3 choses qui ont marqué ma vie, c'est-à-dire, bon, elle est encore là, ma vie est encore là, mais donc la musique, l'automobile, et puis Abbey Road, donc c'est la trilogie de ma vie et du livre. Je m'étais donné comme objectif d'écrire un article par an, puis c'est devenu des livres, et maintenant c'était toujours des livres d'organisation, de gestion, d'économie ou du monde. Et là, avec le confinement, j'ai raconté des anecdotes naturelles qui me sont arrivées pendant la vie de travail. Au départ, on écrit toujours pour soi et ensuite on le propose à un public qu'on ne connaît pas quand il s'agit d'un roman. En l'occurrence, pour moi, il s'agit d'un public plutôt de théâtre et on a souvent de très bonnes surprises parce qu'on a des retours en direct des gens et on est toujours heureux d'avoir fait plaisir. Je ne suis pas un écrivain professionnel, je suis un diplomate, mais c'est toujours un plaisir de venir dans un salon du livre, un week-end, parce qu'on rencontre du monde et puis on est en contact avec les lecteurs qui viennent vous poser des questions, vous demander qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre, etc. Et donc c'est tout à fait intéressant. Une même envie, un même objectif donc pour tous ces auteurs, partagés avec le lecteur. Et pour prolonger cet échange au-delà de la seule lecture de leurs livres, ils vous attendent tous jusqu'à dimanche au Grimaldi Forum. On vient de le voir dans ce reportage, beaucoup d'auteurs de la région étaient présents, mais aussi des têtes d'affiche comme Jean-Louis Debré, Bernard Werber ou la galeriste et égérie de Pierre Cardin, Sylvana Lorenz. Elle est justement avec nous en duplex depuis le Salon du Livre de Monaco. Bonsoir Sylvana Lorenz. Bonsoir Émilie. Vous présentez donc en principauté votre livre Madame Cardin à la cour du dernier empereur de la mode aux éditions L'Archipel. Vous y dessinez le portrait d'un homme secret. Est-ce que l'on peut dire que c'est un ouvrage intime? C'est un ouvrage intime, c'est une biographie du grand couturier Pierre Cardin, mais si vous voulez, pendant 30 ans où j'ai été sa compagne, il m'a raconté sa vie très intime. Donc on peut dire, et ensuite j'ai retranscrit, donc on peut dire que c'est lui qui a écrit cette biographie. Oui, c'est en quelque sorte les mémoires de Pierre Cardin à travers votre plume.
Ce sont ses mémoires qu'il m'a racontées lui-même et dont j'ai hérité. C'est le plus bel héritage qui soit. Qu'est-ce que l'on découvre dans la vie de Pierre Cardin? C'est vraiment on va dire un regard sur toute cette carrière de cet enfant d'immigré italien jusqu'à sa consécration en tant que créateur de mode? Alors, il a été non seulement un créateur de mode, mais aussi un businessman à l'origine des licences. Il a été aussi un homme de spectacle, puisqu'il était producteur au sein de l'espace Pierre Cardin que j'ai dirigé moi-même pendant des années. Donc, il était un homme multiple, mais essentiellement un self-made man, oui. Vous le disiez, vous avez été la compagne de Pierre Cardin pendant 3 décennies, mais vous avez été aussi une égérie. Alors c'est ça, j'ai été son égérie et bien avant moi, il y a eu une égérie merveilleuse qui s'appelait Jeanne Moreau, avec laquelle il a eu une relation sentimentale aussi de 1962 à 1966. Il a fait pour elle des costumes de ses plus grands films, dont Eva, où la mariée était en noir. Et là, j'ai exposé au Forum Grimaldi, puisque j'ai acheté une collection de robes de Jeanne Moreau chez Arcurial en 2020. J'ai exposé un manteau du soir, voyez-vous, en lamé argent, avec le célèbre bouton circulaire en vinyle, tellement typique de Pierre Cardin. Et ça a été fait sur le corps de Jeanne Moreau. Ensuite, vous voyez plus loin, toujours une création pour Jeanne Moreau, qui est une tunique en sequin, c'est-à-dire en paillettes. Et au milieu, j'ai mis la création qu'il a fait pour moi. C'est la robe sur mon corps. C'est une robe de Vestale, puisqu'il me considérait comme la prêtresse de son culte. Et il savait très bien qu'après lui, je continuerais ce culte. Est-ce que l'on peut dire qu'il a changé le cours de votre vie, car vos chemins étaient destinés, hein? Il a changé le cours de ma vie. En fait, il a toujours été le cours de ma vie, puisque je l'ai rencontré lorsque j'avais 9 ans sur une image de papier glacé, justement une photo de couple avec Jeanne Moreau, que ma mère regardait. Et je lui ai dit à ma mère, cet homme, un jour, je l'épouserai. À partir de ce moment-là, jusqu'à ma rencontre avec lui en 1983, où j'avais 30 ans, je n'ai cessé de le chasser pour me mettre sur son chemin et finalement pour qu'il me voie, ce qu'il a fait. Pierre Cardin nous a quittés en décembre 2020. Il était indispensable pour vous, Sylvana Lorenz, de lui rendre hommage à travers ce livre. Est-ce qu'écrire vous a servi aussi de faire face à votre deuil ? Alors justement, en 2020, ça a été le tremblement de terre. Vous savez, il était un immortel, il faut le savoir, c'était un académicien. Mais aussi dans ma tête, il était un immortel, et dans la sienne aussi. Et quand il est mort, ça a été... Alors j'avais 2 solutions, ou devenir folle, ou justement recréer le lien, la connexion avec lui à travers l'écriture et l'exercice de son culte. Et c'est ce que je fais. Il affectionnait particulièrement la Côte d'Azur. On le sait, vous êtes de Nice. Mais Pierre Cardin avait également un petit pied-à-terre à Théoul-sur-Mer, le fameux palais Bulle. Hein. Oui, on peut dire que c'est un petit pied-à-terre, un palais qui a plusieurs bulles. Chaque bulle est une chambre avec sa petite piscine ronde privée. Et c'est à peu près 3000 mètres carrés de pied-à-terre qui domine toute la baie de Cannes et dans laquelle j'ai passé tous mes étés merveilleux en sa compagnie. C'était des moments de pur bonheur où le monde s'arrêtait. J'étais au paradis. Il existe le paradis, il est à Théoul-sur-Mer. Eh bien, merci beaucoup Sylvana Lorenz d'avoir été avec nous. On le rappelle, votre livre donc, Madame Cardin à la cour du dernier empereur de la mode aux éditions L'Archipel. Merci infiniment. Je vous en prie et merci Monaco que j'adore. Les vacances scolaires viennent tout juste de débuter dans la région, toujours à l'affût des idées sorties à vous proposer. Coup de projecteur ce soir sur les animations au musée océanographique. Elles sont multiples et variées, comme l'Escape Game, qui vous emmène dans un voyage spatio-temporel à bord du bateau laboratoire, le Princess Alice 2. L'exposition Mission Polaire, et elle toujours d'actualité, et ravira petits et grands. Plus d'informations sur le site officiel du musée océanographique. Jetons un coup d'œil à présent sur les prévisions météo avec vous, Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Est-ce que le ciel sera dégagé pour la finale du Rolex Masters dimanche ?
Oui, aucun risque concernant le déroulement de la finale. Émilie, le temps sera clément avec du soleil toute la journée. Le vent soufflera légèrement et le thermomètre affichera 10 degrés le matin et 17 l'après-midi. Dimanche 16 avril, ce sera la Saint-Benoît-Joseph. Merci Frédéric. On vous retrouve tout à l'heure dans les experts du tennis avec Christophe Pacaud et Laurent Orsini. Vous reviendrez sur la très belle performance en double de Romain Arnaudot qui s'est qualifié avec son coéquipier Tristan Samuel Westborn pour la finale du Rolex Monte Carlo Masters. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali qui s'est baladé dans les allées du Salon du Livre. À demain 20h pour le best-of de la semaine. Et n'oubliez pas, un nouveau numéro de 19h dimanche consacré aux pompiers, ces hommes au cœur du danger. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.